Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, dernière nouvelle de la matière noire. Quand on lève les yeux vers le ciel la nuit, l'intuition première qu'on a tous, je crois, c'est de se dire qu'on regarde un immense vide noir. Un grand vide, juste parsemé de quelques joyaux lumineux par-ci, par-là. Ouais, c'est l'image classique, la matière solide qui flotte dans le rien. Exactement. On a cette image en tête. Les étoiles, les planètes, tout ça flottant dans un grand rien. Mais, et c'est là que notre exploration du jour devient folle, si cette vision était totalement à l'envers. C'est-à-dire, Eh bien, si ce vide noir n'était pas juste un contenant passif, tu vois, si c'était la véritable structure, l'architecte massif de notre univers, et que nos belles étoiles brillantes n'étaient en fait qu'une toute petite poussière décorative accrochée à cette charpente invisible. ah oui, vu comme ça, ce renversement de perspective, ça donne un peu le vertige. Complètement. Surtout que la science actuelle ne cherche plus juste à ajouter un petit détail au tableau cosmique, on est vraiment en train de redessiner la toile elle-même. Et c'est pour ça que ce changement de paradigme rend notre discussion d'aujourd'hui si cruciale. Je suis ravie qu'on aborde ça. Moi aussi, je suis vraiment fasciné par ce sujet. Alors, pour cette plongée au cœur des sources aujourd'hui, on s'appuie sur un document assez exceptionnel. C'est la retranscription d'un dialogue très poussé entre un esprit curieux, un humain anonyme, et une intelligence artificielle, Gemini. Une conversation qui part d'un point de détail en plus. C'est ça. Ça commence par une simple question de mécanique céleste sur la force centrifuge des galaxies. Et de là, ça dérive vers la physique quantique, des ondes géantes, et même, accroche-toi, des dimensions parallèles. Tout un programme. Ouais, ce qui est dingue dans ces sources, c'est que ça nous force à rester hyper rationnel, tout en flirtant, littéralement, avec la science-fiction. Donc la mission pour notre auditoire aujourd'hui, elle est claire. On va déconstruire nos intuitions sur le vide spatial, comprendre comment cette fameuse matière noire agit en chef d'orchestre, et on verra pourquoi cette année, 2026, marque un vrai point de bascule pour la cosmologie. Et le point de départ de ce document pose d'ailleurs une colle monumentale. Parce qu'en fait, on part d'un principe que tout le monde accepte depuis Einstein, toute masse courbe l'espace-temps. Ouais, la gravité agit comme une loupe. Exactement. Elle dévie la lumière. Du coup, l'humain, dans notre source, pose une question hyper logique. Si le centre de la Voie lactée est vraiment gorgé de cette matière noire ultra massive, pour empêcher les étoiles de s'enfuir, pourquoi on ne voit pas la lumière se tordre de façon spectaculaire quand on regarde vers le centre de notre galaxie? Ah oui, l'effet de lentille. Voilà. Pourquoi l'espace n'est pas complètement déformé comme dans un palais des glaces à la fête foraine? Ok, décortiquons ça parce que c'est super contre-intuitif. Notre cerveau nous pousse à imaginer la matière noire comme une espèce de grosse boule hyper dense, un peu comme le trou noir supermassif Sagittarius à étoiles qui trône au milieu de chez nous. Sauf que les sources montrent bien que cette image est totalement fausse. C'est ça. La matière noire, ça ne s'agglutine pas en un point focal très intense. En fait, elle forme un halo. C'est une structure sphérique, gigantesque et surtout super diffuse. Ça englobe toute la galaxie et ça déborde super loin dans le vide intergalactique. Et c'est là que l'intelligence artificielle sort une analogie vraiment brillante dans le texte. Ah oui, l'histoire de la vitre étreinte. J'adore ça. En gros, pour ceux qui nous écoutent, chercher la courbure gravitationnelle au centre de notre galaxie, c'est comme essayer de voir la déformation optique d'une vitre parfaitement plate. C'est une super image. Ouais, parce que la vitre, elle a un poids, elle a une masse, une épaisseur, mais comme elle est lisse et uniforme, elle ne déforme pas l'image que tu regardes à travers. Pour avoir un effet de loupe qui tord la lumière, il faudrait que toute cette masse soit concentrée en un seul point précis. Et le truc, c'est qu'au centre même de notre galaxie, c'est la matière normale qui domine localement. Les étoiles, le gaz... Voilà, les amas d'étoiles, le trou noir. Leur densité surpasse de loin celle de la matière noire diffuse à cet endroit précis. Donc ce fameux effet de l'antigravitationnel, on ne le voit pas dans notre petit voisinage. Mais on le voit ailleurs. Absolument. On l'observe de manière totalement incontestable à très grande échelle. Quand on regarde des amas entiers de galaxies lointaines, là, la masse invisible est tellement immense qu'elle courbe littéralement la lumière des objets qui sont situés loin derrière. Ça crée de gigantesques arcs de cercles lumineux dans le ciel. Et le cas le plus emblématique de ça, qui est hyper détaillé dans nos documents, c'est la masse du boulet, le fameux bullet cluster. C'est décrit, c'est littéralement une scène de crime cosmique. Ce qui est fascinant ici, c'est la violence du phénomène. On parle de deux amas de galaxies titanesques qui se rentrent dedans à des vitesses folles. Un carambolage cosmique. Lors de cet impact, le gaz visible, donc la matière ordinaire, s'est percuté de plein fouet. Les frictions ont été tellement intenses que ce gaz s'est arrêté brutalement.
Il s'est agglutiné au centre de la zone d'impact en émettant énormément de rayons X. Jusque-là, c'est logique. Deux objets se rentrent dedans, ça frotte, ça s'arrête. Sauf que les scientifiques ont cartographié la masse totale de la région en utilisant justement cet effet de lentille sur la lumière des galaxies à l'arrière-plan. Et là, surprise absolue. Ils ont découvert que la grande majorité de la masse de ces amas, Elle ne s'était pas arrêtée. non, elle n'était pas avec le gaz au centre. La masse invisible a continué sa course tranquille. En lisant ça, j'imaginais deux trains de marchandises géants qui entrent en collision. Les wagons, donc le gaz, se fracassent au milieu dans un grand boom, mais le poids même des trains, l'essence de leur masse, continue d'avancer sur les rails de manière totalement immatérielle. C'est exactement ça. La matière noire a traversé l'enfer de cette collision sans subir la moindre friction. C'est vraiment la preuve ultime, visuelle, que la source de la gravité peut se détacher complètement de la matière visible qu'elle accompagne. C'est dingue. Mais du coup, ça nous amène au deuxième paradoxe du dialogue, qui donne tout autant le vertige. Lequel? Eh bien, si cette matière invisible forme un nuage gigantesque tout autour de la galaxie, donc bien plus grand que le disque d'étoiles visible, pourquoi est-ce qu'elle n'attire pas ces étoiles vers l'extérieur? Ah oui, la question de la force centrifuge. Voilà. L'intuition nous dit que si tu as une masse énorme à l'extérieur, elle devrait s'additionner à la force centrifuge de la galaxie qui tourne, non? Ça devrait écarquiller la galaxie et disperser toutes les étoiles dans le vide intergalactique. C'est une excellente question. Et la réponse réside dans un concept de physique newtonienne qui est assez contre-intuitif. C'est le théorème de Gauss. Le fameux théorème. Comment on peut vulgariser ça? Les sources l'expliquent super bien. Si on prend une étoile située en périphérie de la galaxie, toute la matière noire du halo qui est située plus loin que cette étoile va s'annuler sur le plan gravitationnel. Attends, elle s'annule. Comment ça? En fait, cette messe externe, elle tire l'étoile vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, tout ça, avec une symétrie parfaite. Le nuage t'entoure de tous les côtés. Donc le résultat net des forces, c'est 0. Ouais, d'accord. Donc l'étoile flotte dans cette zone externe, comme si toute la matière noire située derrière elle n'existait même pas. C'est ça. Du coup, l'étoile ne subit que l'attraction de la masse située à l'intérieur de sa propre orbite, et cette sphère intérieure colossale, elle agit comme une ancre. Elle tire l'étoile vers le centre de la galaxie, et c'est ça qui compense la fameuse force centrifuge qui essaie de l'éjecter. Ce qui boucle parfaitement avec les découvertes de l'astronome Vera Rubin, qui sont très citées dans notre analyse. Absolument. Elle avait remarqué, il y a des décennies, que les étoiles en bordure des galaxies tournaient beaucoup trop vite. Ouais, elle file à une vitesse dingue. Sans ce grand filet de sécurité invisible pour les ancrer vers le centre, elles auraient dû être projetées dans l'espace depuis des milliards d'années. Comme des gouttes d'eau éjectées par une essoreuse à salade, quoi. Mais je veux qu'on s'arrête 2 secondes sur un détail qui m'a scotché concernant la naissance de ces galaxies. Vas-y. Nos sources rappellent que l'univers primitif, juste après le Big Bang, c'était une fournaise incandescente. Une soupe de particules et de lumière d'une densité infernale. Moi, ce que je me demande, c'est, si la gravité de la matière noire est si forte, pourquoi la matière ordinaire, nos atomes, n'a-t-elle pas simplement ignoré ce chaos pour s'effondrer sur elle-même sous son propre poids dès le premier jour? Eh bien, parce que le rayonnement cosmique de l'époque exerçait une pression absolument colossale. La lumière elle-même agissait comme un vent de face surpuissant. La lumière avait une force physique? Oui, dès que la matière ordinaire essayait de se condenser, de s'agglutiner, la pression de cette lumière la balayait et la dispersait violemment. C'était physiquement impossible pour la matière lumineuse de former la moindre structure stable. Alors comment la matière noire a fait? C'est là que sa nature noire est cruciale. La matière noire possède une caractéristique fondamentale. Elle est totalement aveugle et insensible à la lumière. Waouh! Donc pendant que la matière normale se faisait balayer, elle a juste ignoré la tempête. Exactement. Pendant que la matière ordinaire se faisait repousser dans tous les sens, la matière noire a pu commencer à s'agglutiner tranquillement dans l'obscurité sous l'effet de sa propre gravité. Elle a commencé à creuser d'immenses puits de potentiel gravitationnel. Des genres de vallées invisibles dans l'espace-temps. C'est ça. Et des millions d'années plus tard, quand l'univers s'est enfin refroidi et que la lumière a arrêté de tout repousser, le gaz ordinaire s'est précipité au fond de ces vallées qui étaient déjà sculptées. La matière noire a posé les fondations en silence et la matière lumineuse est juste venue s'y installer plus tard pour allumer les étoiles. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est exactement ce que montrent les superordinateurs d'aujourd'hui. Les simulations comme Illustris TNG ou Millennium, dont parlent les documents, confirment tout ça. On voit la fameuse toile cosmique, c'est ça?
Oui, on voit très clairement la matière noire s'organiser en d'immenses filaments et les galaxies brillantes naissent exactement aux intersections de ces filaments invisibles. Ça colle parfaitement avec ce qu'on observe dans nos télescopes. C'est magnifique, c'est un vrai triomphe pour les modèles mathématiques. Bah oui, hein, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'humain dans notre document soulève une objection qui fait mal. On fait tourner des superordinateurs à des milliards de calculs. On crée des modèles superbes, mais on cherche une particule physique de matière noire depuis des décennies dans nos laboratoires terrestres, sans jamais la trouver. Le grand paradoxe. Pour reprendre l'analogie de l'enquête policière, on a la scène de crime, donc les étoiles qui tournent trop vite, on a l'arme du crime, l'anomalie de la gravité, mais on n'a toujours pas de coupable, on n'a pas la particule. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de se dire que la loi de Newton sur la gravité est tout simplement fausse? C'est une piste très sérieuse qui porte un nom. La théorie MONDE, pour Modified Newtonian Dynamics. Elle a été proposée en 1983 par Mordechai Milgrom. Et elle dit quoi cette théorie en gros? Le principe, c'est de modifier un tout petit peu les équations de la gravité. Elle postule qu'aux accélérations extrêmement faibles, comme celles qu'on trouve en périphérie lointaine des galaxies, la gravité devient naturellement un peu plus forte que ce que Newton prévoyait. Juste en tordant l'équation. Voilà. Par un simple ajustement mathématique, le mouvement ultra rapide des étoiles s'explique. Plus besoin de s'embêter à inventer une particule fantôme invisible amorphe. Et il faut être honnête, pour prédire la rotation d'une galaxie spirale isolée, MONDE fonctionne de manière redoutable. Alors pourquoi la communauté scientifique s'obstine à chercher cette foutue particule amorphe? Pourquoi on n'adopte pas tout ce monde pour fermer le dossier? Cela soulève une question importante sur la manière dont on valide une théorie en physique. Le problème de MONDE, c'est qu'elle s'effondre lamentablement dès qu'on dézoome. C'est-à-dire à plus grande échelle. Oui, cette loi modifiée est incapable d'expliquer la dynamique des amas géants de galaxies. Elle ne parvient absolument pas à modéliser la formation de la fameuse toile cosmique depuis le Big Bang dont on parlait. Ah, ça casse tout le modèle de fondation? Pire encore, elle est incapable d'expliquer les variations de température qu'on observe dans le fond diffus cosmologique, tu sais, la toute première lumière de l'univers. Oui, le rayonnement fossile. Ce rayonnement montre sans équivoque la trace d'une masse qui n'interagit pas avec les photons. Une masse invisible. MONDE ne peut pas expliquer ça. Et puis j'y pense, il y a notre fameuse collision de la masse du boulet. Exactement. C'est le clou final dans le cercueil de MONDE. Ben oui, parce que si la gravité n'était qu'une simple règle mathématique modifiée autour de la matière visible, l'anomalie gravitationnelle aurait dû s'arrêter net avec les nuages de gaz qui se sont percutés au centre. Tout à fait. L'effet de lentille serait resté centré sur le crash. Le fait que cet effet de lentille ait continué sa course de chaque côté, loin du gaz, ça prouve bien qu'il y a une entité physique, une substance réelle qui porte cette gravité et qui a traversé la collision. Dire que l'espace-temps se déforme tout seul, sans rien dedans, c'est peut-être faisable sur le papier, mais c'est impensable pour créer des structures stables dans l'univers réel. La gravité a besoin d'un porteur matériel. L'espace vide ne se tord pas de lui-même sans une cause locale. Ok. Ce qui nous propulse vers la partie la plus déroutante de l'analyse, je trouve. Si MONDE est mise sur la touche et qu'on ne trouve aucune petite bille dure de matière noire sous nos microscopes, de quoi d'autre pourrait-il s'agir? Et là, le dialogue des sources part sur une intuition fulgurante. Et si la matière noire n'était pas une particule classique, mais une onde géante recourbée sur elle-même? C'est une idée qui résonne avec des travaux assez anciens, ceux du physicien John Wheeler dans les années 50. Il imaginait des gyons. Des G11. Oui. L'idée, c'est qu'une onde pourrait être tellement intense que sa propre énergie créerait une gravité suffisante pour la garder prisonnière d'elle-même. Une onde qui s'attrape elle-même par le col, en gros? C'est ça d'ailleurs. Le gros problème mathématique des gyons, cependant, c'est qu'ils sont extrêmement instables. Ils se dissipent ou ils s'effondrent en trou nord très vite. Mais cette intuition ondulatoire, elle n'est pas morte. Elle est même au cœur d'un domaine de recherche ultra moderne aujourd'hui. La matière noire floue, ou fuzzy dark matter en anglais. La matière noire floue, donc au lieu d'avoir un gros amas de minuscules particules solides qui s'empilent comme un tas de sable, on aurait une espèce d'immense océan quantique qui ondule à l'échelle d'une galaxie entière. C'est exactement le postulat. Ça repose sur l'existence de particules hypothétiques tellement incroyablement légères qu'elles perdraient leur comportement individuel. Elles seraient régies par la mécanique quantique, mais à une échelle macroscopique. Elles fusionneraient toutes pour former une onde unique et globale. C'est difficile à visualiser. Mais cette approche résout un casse-tête énorme du modèle classique, le fameux problème du cusp ou de la pointe.
C'est quoi ce problème de pointe? Si la matière noire était faite de particules lourdes classiques, la gravité aurait dû les empiler de manière très dense au centre des galaxies, formant une pointe de densité extrême, un pic très acéré. Un peu comme le sable qui tombe dans un sablier et qui fait un cône pointu. Voilà. Or, quand on observe les galaxies, on ne voit pas ça. Le centre de notre halo galactique a l'air plutôt lisse, étalé. L'onde quantique explique parfaitement cette douceur. Parce qu'une onde ne peut pas être ultra pointue. Exactement. Une onde galactique ne peut pas se concentrer en un point infiniment petit. Au centre de la galaxie, elle formerait ce qu'on appelle un soliton. C'est une sorte de bulle d'énergie parfaitement stable qui ressemble à une colline arrondie au lieu d'une aiguille. D'accord, je vois. Et dans le reste du halo, cette onde géante créerait des interférences, des zones de creux et des vagues. La galaxie entière baignerait dans un milieu vibrant et un peu granuleux. Et ça explique même pourquoi on ne trouve pas les centaines de petites galaxies naines autour de la Voie lactée que les vieux modèles prédisaient. Ah oui, Oui, parce qu'une onde immense, c'est tout simplement trop large et trop diffus pour permettre à des minuscules petits grumeaux de matière de se condenser et de survivre. c'est un saut conceptuel massif quand même. Mais attention, le document va encore plus loin. Il évoque carrément la théorie des cordes et les univers Bran. Et là, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. On n'arrive pas à trouver de particules, alors hop, on s'invente des dimensions parallèles invisibles. Ça fait un peu scénario de science-fiction de secours pour sauver les meubles, non? C'est vrai que la méfiance est super naturelle face à ça. Mais il faut comprendre que ces concepts ne sortent pas de nulle part. Ils découlent d'équations mathématiques extrêmement rigoureuses qui cherchent à unifier toutes les forces de la physique. Ok, alors c'est quoi cette histoire de Bren? Dans la théorie des browns, notre univers en 3 dimensions, tout ce qu'on connaît, ne serait qu'une simple membrane, une brun, qui flotte dans un espace beaucoup plus vaste contenant des dimensions supplémentaires. Cet espace étendu s'appelle le bulk. Donc, si je te suis, la matière noire pourrait être de la matière tout à fait normale, des étoiles, des nuages de gaz, voire des planètes, mais qui serait située sur une autre membrane, juste à côté de la nôtre. C'est l'idée vertigineuse, oui. L'analogie du trampoline utilisée dans nos sources, je la trouve redoutable pour vulgariser ça. Imaginez, pour notre auditoire, on saute sur un trampoline, mais dans un brouillard hyper dense. On ne voit rien. Soudain, on sent une grosse déformation sous nos pieds. Une pente mystérieuse qui modifie notre saut et nous attire vers le centre. Alors qu'on est tout seul sur la toile. Voilà, on ne voit absolument personne avec nous. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'une autre personne, très lourde, est en train de sauter sur un deuxième trampoline situé juste à quelques millimètres en dessous d'une autre. La lumière de l'autre trampoline ne peut pas traverser pour atteindre nos yeux, donc cette personne est noire, ou plutôt invisible pour nous. Mais on ressent physiquement l'impact de son poids sur la structure globale à travers le tissu de notre propre trampoline. C'est une excellente métaphore. Dans cette théorie, toutes les forces qu'on connaît, comme l'électromagnétisme qui transporte la lumière, elles sont totalement confinées à leur membrane d'origine. La lumière ne peut pas sauter d'un trampoline à l'autre. C'est pour ça que cet univers voisin nous est invisible. Mais la gravité, elle peut voyager? C'est ça le clou du spectacle. La gravité aurait ce privilège unique. Ce serait la seule force capable de voyager à travers le bulk, cet espace entre les dimensions. Donc, on ressentirait l'attraction gravitationnelle de cette galaxie voisine superposée à la nôtre, sans jamais pouvoir la voir. Waouh! D'accord, c'est fascinant sur le papier, mais nous sommes en 2026. Ces histoires de vagues quantiques de la taille d'une galaxie ou d'univers voisins sur des trampolines invisibles, comment les physiciens de pointe testent tout ça concrètement aujourd'hui? On ne peut pas juste se contenter de belles équations, il faut des preuves. Et c'est là qu'on vit une époque incroyable. La révolution actuelle vient des interféromètres laser géants comme LIGO et Virgo. La cosmologie a carrément changé d'air. Au lieu de se contenter de regarder la lumière, on a commencé à écouter les vibrations de l'espace-temps. Les fameuses ondes gravitationnelles? Oui. Et l'événement majeur, celui qui a permis de faire un grand tri dans toutes ces théories de dimensions parallèles, a eu lieu en 2017. C'était l'observation directe de la fusion de 2 étoiles à neutrons. Un cataclysme absolu, j'imagine. Ça dit envoyer à la fois un flash de lumière aveuglant et une onde de choc gravitationnel à travers tout l'univers. Exactement. Et les 2 signaux, la lumière et la gravité, ont voyagé dans l'espace pendant plus de 130 millions d'années avant de nous atteindre. Ok, et qu'est-ce que ça nous dit sur nos trampolines Gaïo? Eh bien, s'il s'avérait que la gravité passait son temps à fuir vers des dimensions parallèles voisines pendant son trajet, l'onde gravitationnelle aurait dû se dissiper en cours de route. Ah,
Elle aurait perdu de l'énergie en fuyant dans le bulk. Voilà, elle serait arrivée sur Terre considérablement affaiblie par rapport à la lumière, ou alors avec un retard monumental. Et qu'est-ce qu'on a mesuré? La lumière et l'onde gravitationnelle ont frappé nos détecteurs au même moment exact, Au même instant. et avec toute l'intensité prévue par la physique classique en 3 dimensions. Donc pas de fuite. C'est ça. Cet événement a presque éliminé l'idée d'une fuite massive de la gravité vers d'autres dimensions. Mais j'imagine qu'on ne jette pas pour autant tout le concept à la poubelle. Non, parce que les chercheurs continuent de scruter les enregistrements de fusion de trous noirs pour essayer d'y déceler d'infimes échos, des petits murmures qui trahiraient des dimensions repliées, mais microscopiques. D'accord. Et concernant notre autre grande piste, celle de l'onde géante, la matière noire floue et ces fameuses particules ultra-légères qu'on appelle les axions, où est-ce qu'on en est en 2026? C'est sans doute l'un des domaines les plus effervescents. Partout dans le monde, des laboratoires utilisent des aimants d'une puissance colossale pour tenter d'interagir avec ces ondes invisibles. Des aimants pour attraper de la gravité? L'espoir, c'est que sous un champ magnétique extrême, l'action, cette fameuse onde particule fantôme, soit forcée de se convertir en un minuscule photon radio, un signal micro-ondes qu'on pourrait détecter. Ah, malin! On force l'onde à se trahir en faisant de la lumière. C'est ça. Et plus globalement, la communauté scientifique d'aujourd'hui se tourne vers le concept d'un secteur sombre. L'idée qu'il n'y a probablement pas une seule particule magique à trouver, mais toute une famille d'entités invisibles, avec une dynamique interne complexe. Certaines agiraient comme des particules lourdes, d'autres comme des ondes massives. C'est tout un écosystème en fait. Exactement. Et le grand observatoire terrestre Vera C. Rubin, qui entre en pleine capacité d'analyse en ce moment, a pour mission d'observer des milliards de galaxies. Il va mesurer comment la matière noire courbe la lumière dans le moindre détail. Ces données vont nous permettre de trancher une bonne fois pour toutes si le halo invisible autour des galaxies est fait d'une masse granuleuse ou d'une onde parfaitement lisse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Quelle exploration phénoménale quand on y repense. Si on retrace le chemin parcouru aujourd'hui, on est parti d'une petite question sur un halo invisible censé ancrer les étoiles contre la force centrifuge. Un simple tuteur pour galaxies. Et on a découvert que cette masse fantôme était en fait le véritable architecte du cosmos. C'est elle qui a creusé les berceaux qui ont permis à notre matière de survivre au chaos et à la tempête du Big Bang. Et après avoir écarté l'idée que Newton s'était juste trompé dans ses calculs avec monde, on a exploré les frontières du quantique, des océans vibrants, des gravités qui traversent l'espace-temps, traquées aujourd'hui par des lasers géants et des champs magnétiques extrêmes. L'histoire de la matière noire, c'est vraiment un rappel d'humilité vertigineux pour la science. Elle avance en pulvérisant nos illusions sensorielles. La division évidente que notre cerveau fait entre, d'un côté, la matière tangible et dure, et de l'autre, le vide de l'espace, c'est caduque. L'espace n'est pas un décor inactif. C'est un milieu structuré, dense et traversé de vibrations constantes. C'est fou. Pour conclure cette analyse en profondeur, je propose à tous les esprits curieux de méditer sur un renversement total de perspective. La matière noire, on l'a vu, représente l'écrasante majorité de la masse de l'univers. C'est elle qui a guidé la formation des structures cosmiques depuis l'origine. Et elle possède très probablement son propre écosystème complexe, son propre secteur sombre, avec des lois qui nous échappent encore totalement. Tout un univers parallèle, au sens propre ou figuré. Exactement. Donc quand on y réfléchit bien, la véritable anomalie cosmique, l'erreur statistique, la bizarrerie marginale de la nature, ce n'est pas la matière noire. Non, c'est nous. C'est la matière ordinaire. C'est cette matière très excentrique qui s'obstine à interagir avec la lumière. Cette petite minorité d'atomes très bizarres dont sont faites nos planètes, nos étoiles et notre propre chair. Loin d'être la norme cosmique, quiconque observerait l'univers dans son ensemble réaliserait que nous sommes l'infime exception. Alors la prochaine fois que le ciel nocturne s'offrira à l'observation, il ne faudra plus voir ce fond noir comme un grand vide effrayant entourant nos étoiles protectrices. Ce noir absolu, c'est l'océan véritable et structuré du cosmos. Et nous, les êtres lumineux, ne sommes finalement que d'étranges et magnifiques exceptions, accrochés à cette majestueuse architecture invisible.